vous n'imaginez pas le pouvoir que vous possédez. Souvent, vous vous mésestimez tellement par rapport à tout ce que vous pouvez partager, transmettre, apporter, simplement en étant vraiment bienveillant à votre égard. Les sages enseignent depuis des millénaires. Qu'est-ce que vous allez chercher à l'extérieur? Tout est là en vous. La paix que vous cherchez, elle est là. C'est inhérent à votre nature. L'amour que vous cherchez, il est là, il est en vous. C'est quand on arrête de se bagarrer avec soi-même qu'on commence à découvrir la paix. Et à force de pratique, d'ouverture, de commencer à assouplir votre esprit, puis commencez vraiment à vous faire confiance, commencez à être un peu plus doux avec vous-même. Ça donne un espoir extraordinaire, ça veut dire que rien n'est figé, que tout ce que vous vivez ici et maintenant n'est pas immuable et peut être changé. Tous les jours, la méditation, qu'est-ce que je peux mettre aujourd'hui dans ma vie? Tous les jours, ces petites graines que vous cultivez. Vous retrouvez le goût de vivre, que vous avez envie de vivre pleinement votre existence. Et que vous trouvez sens à votre vie, alors vous avez gagné. C'est ça la méditation. Finalement, ce bonheur auquel vous aspirez, c'est si simple. Et quand vous le vivez après, vous ne voulez plus rien d'autre. Et c'est le bonheur dans lequel vous baignez, parce que c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui avez amené ça tous les jours. Les graines de la bienveillance, de l'amour, du respect, et surtout, ce sera jamais parfait. Ce bonheur de réaliser ce que nous sommes pleinement, parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Et c'est le cadeau que vous faites aux autres. Vous faites le cadeau de votre bonheur aux autres. C'est important de se poser les questions et de se dire maintenant, quel est le cadeau que j'ai envie de me faire pour le reste de mes jours? Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh bien, merci d'être aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. Alors, je vous présente Nathalie, qui m'accompagne dans toutes les conférences. Elle est là pour m'aider parce que je ne peux pas lire vos questions. Il y aura un moment où je répondrai à vos questions. Donc, Nathalie sera là. Elle fait partie de Ressources Actualisation déjà depuis pratiquement 5 ans, hein. Oui, maintenant, oui. Voilà, 5 ans. Elle est aussi, coach de formation. Elle intervient, elle est référente aussi dans, notre association humanitaire Planète Altruiste. Je vous en parlerai un tout petit peu après. Elle s'occupe de la cuisine. C'est elle qui intervient aussi dans les stages. C'est la référente, cuisine dans les stages que nous animons. Donc, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, hein? Oui, c'est très bien, Donc voilà. merci. Donc, Nathalie n'interviendra pas pendant elle me donnera juste les questions pour que je Voilà. puisse y C'est juste un petit coup de main répondre. que je donne à Alors, Bruno. je fais juste un petit réglage. Voilà. Alors, on va procéder de la façon suivante. D'abord, dans un premier temps, je vais développer, le sujet. Je vais prendre, quelque temps pour, vous parler heu, de ces émotions qui nous tyrannisent tant et puis, je répondrai ensuite à vos questions et puis je vous proposerai des clés, possibles que vous pourrez mettre en application. Rien ne vous oblige évidemment à les utiliser, à les suivre, en tout cas, vous verrez, on propose des choses dans Ressources Actualisation. Alors comme je vous l'ai dit, heu, nous sommes aussi une association humanitaire et les cours, les stages que nous animons permettent de financer cette association humanitaire, de soutenir des projets parce que nous essayons, de faire notre part, comme disait, Pierre Rabhi et alors pour ma part, ça fait 35 ans maintenant. J'ai ouvert, un cabinet en 1987
à Strasbourg, dans lequel j'ai officié pendant près de 20 ans. J'ai travaillé avec de très nombreux médecins qui m'envoyaient du monde. J'ai été consultant à France 3 aussi, et puis je suis intervenu dans de très nombreux hôpitaux aussi pour aider, intervenir pour le corps le corps soignant, pour les soignants, pour les aider parce que vous savez qu'ils subissent beaucoup de stress. Et puis, j'ai commencé à développer mon activité aussi sur Internet en 2007, donc ça commence un petit peu à dater, où là, je propose les cours que j'ai donnés pendant près de 20 ans au cabinet, et puis on continue à animer des stages. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a aussi l'aspect humanitaire qui est entré maintenant depuis 2016 à peu près, où j'ai lancé cette activité et qui a commencé à devenir officielle en 2017. Voilà, alors, nos émotions. Grand Nos, sujet. nos émotions, c'est parfois de véritables tourments. Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très émotif. Et c'était une souffrance terrible. J'étais quelqu'un de très sensible, et les choses me tourmentaient facilement. Et il fallait véritablement que je fasse quelque chose. Alors j'ai eu le bonheur de découvrir la méditation dès l'âge de 15 ans, enfin même, je dirais presque même un peu avant, parce que ce que je vivais me poussait à trouver des solutions. Donc j'étais en quête très jeune. Et puis j'ai rencontré des, des mentors, des accompagnateurs, des guides, enfin peu importe comment on les appelle. J'ai fait une formation aussi en psychologie, mais pas dans le but de devenir psychologue ou thérapeute. Et je voulais surtout avoir des réponses à mes questions par rapport à la souffrance humaine aussi, à ce qu'on vit tous, parce que nous vivons tous des états de souffrance. Alors on peut essayer de se voiler la face, de faire comme si tout allait bien, mais on sait très bien que quand les circonstances se montrent difficile, quand on est face à des conditions adverses, eh bien, on peut voir que, eh bien, en tant qu'être humain, nous sommes tous soumis à toutes sortes d'états d'être qui participent à notre souffrance. Donc, j'ai continué à avancer sur ce chemin. J'ai eu le bonheur de rencontrer de très nombreux sages de différentes traditions. Et puis surtout, j'ai fréquenté un maître du nom de Shimazu Rinpoche, que j'ai eu le bonheur de fréquenter sur à peu près une quinzaine d'années. Et ça a été une rencontre pour moi extraordinaire parce qu'elle m'a donné véritablement les réponses que je cherchais. D'ailleurs, je pourrais dire que quand je l'ai rencontré, je dis souvent, quand il était face à moi, j'avais le sentiment qu'il était la réponse. Il incarnait ce que je recherchais. En fait, il incarnait comment dire, ce qui peut représenter notre nature profonde, ce que nous sommes par nature, au-delà de toutes ces fluctuations émotionnelles, mentales, etc. Alors comment faire pour se libérer de ces émotions? Comment on peut se défaire? Eh bien, c'est quelque chose que je connais bien, puisque j'ai dû passer par là, hein, d'arriver à me défaire de tous ces tourments intérieurs. Est-ce que j'y suis arrivé? Oui, oui, j'avoue qu'aujourd'hui, cette tyrannie intérieure m'a quitté. Je peux dire que je suis quelqu'un en paix. Bien sûr, de temps en temps, je peux avoir des émotions qui vont s'élever à la conscience, mais qui n'ont, comme disait un lama que j'avais rencontré, il disait ça nous tire plus vers le bas. Donc les nuages continuent à exister, mais ça ne nous emporte plus. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer sur les émotions. Alors d'abord, une chose qu'il faut savoir, c'est que nous vivons dans une culture qui est très émotionnelle. Et pourquoi c'est une culture qui est très émotionnelle? En fait, c'est assez simple à comprendre. Nous sommes une culture du paraître. Nous sommes une culture du faire et de l'avoir, et pas une culture de l'être. On ne cherche pas la connaissance, la véritable connaissance de soi, fait pas partie de notre cheminement. Alors maintenant, bien sûr, on parle de méditation. Bon, il y a un petit peu de folklore, il faut bien l'avouer. Il a cette quête parfois manque un petit peu de profondeur. Mais néanmoins, on commence à découvrir. Il faut savoir que je prends l'exemple des Tibétains, même des Indiens, c'est des choses qui sont multimillénaires. Cette quête de la réalisation de soi est quelque chose qui est très présent dans certaines autres cultures. Mais nous sommes une culture
et on peut le voir, des apparences. On aime les choses qui brillent, j'en ai d'ailleurs parlé ce matin dans une, méditation collective. On est facilement séduit, même par des mots, on peut être facilement séduit par les mots de quelqu'un. On va trouver ça très brillant, très intellectuel, mais ça ne veut pas dire que pour autant que ça va transformer ou participer à notre bonheur. On va être séduit par, toutes sortes de choses qui vont, qui nous donnent l'impression qu'elles peuvent participer à notre bonheur. Et quand je dis que nous sommes un peuple très émotionnel, eh bien parce que, comme je viens de le dire, nous vivons, heu, par rapport à une apparence. On essaye de donner une image de nous-mêmes. Le problème, c'est que nous sommes toujours en guerre contre tout ce qui va s'opposer à cette image que nous voulons donner de nous-mêmes, que ce soit les circonstances extérieures aussi, mais toutes les émotions, heu, qui vont venir, contrarier cette image que nous voulons donner de nous-mêmes. Alors finalement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tout le temps, bagarre contre nous. On va se dire: «Non, mais je peux pas ressentir de la colère, je peux pas ressentir, je peux pas avoir peur, je peux pas», et on est toujours comme ça à essayer heu, de refouler, aussi loin que possible toutes ces émotions. Sauf que, eh bien, elles reviennent à la charge, et à un moment, ça fait un peu comme la cocotte minute, vous savez, ça finit par exploser et ça fait ce qu'on appelle des burn-out, des dépressions, des crises parfois, on voit malheureusement des drames parce qu'à force d'être, en Contenir. voilà, de contenir et puis d'être, en bagarre avec soi-même, eh bien, ça crée des tensions. De la lutte ne naîtra jamais la paix, de la lutte ne naîtra jamais rien d'autre que la lutte, que la tension, et c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre dans notre culture parce que, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que même le stress, on en a fait une certaine valeur. On a l'impression que si on s'agite, si on court toujours dans tous les sens, on a l'impression de remplir sa vie, mais sauf que le stress, ça finit par nous épuiser. Alors on parle évidemment des stress positifs, mais ça, c'est un peu un leurre parce que dès l'instant où vous vivez des états de stress, ça entraîne une usure de toutes nos fonctions, aussi bien physiques que psychologiques, et ça a été parfaitement, vérifié par, notre science moderne, au point qu'aujourd'hui, les Américains considèrent que 90 des maladies sont liées au stress. Et d'ailleurs, bon, je crois que la prochaine conférence, c'est sur le stress. Donc vous voyez, je suis en train de mais ça, c'est complètement lié. On va voir que on parle de la gestion du stress, mais c'est lié évidemment à la gestion des émotions. Encore que ce mot gestion, j'aime pas trop, parce que vous allez voir que en fait, il s'agit de faire la paix avec soi-même. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a la culpabilité qui génère beaucoup d'émotions. Il y a la peur qui va parfois même nous rendre agressifs, qui va faire que on va manifester de la colère, ou on va, au lieu de comment dire, de s'affirmer, on va agresser. Donc il y a tous ces facteurs qui vont faire que nous n'arrivons pas à trouver cette paix. Alors ce qui est important, c'est de bien faire la distinction entre ce que nous sommes et entre, heu heu, comment dire? Ce qu'on pourrait appeler, ce que Jung appelait la persona. Dans le bouddhisme, pour ne donner que cet exemple, hein, on parle de la véritable nature de l'être, ce que nous sommes par nature. Et puis, pas par opposition, mais par rapport à l'idée qu'on se fait de soi, ce qu'on appelle le sens du moi, ou l'idée d'un moi, auquel on est très attaché. Mais tout ça, on va voir que finalement, ça ne se construit qu'à partir de concepts, de croyances, de représentations mentales. Et, et tout ça, finalement, ça nous empêche d'être, véritablement nous-mêmes. Alors, j'imagine, et je l'espère en tout cas, que vous avez déjà vécu des moments de tranquillité, de paix, de sérénité, et où vous avez pu vous sentir, en phase avec vous-même, où vous vous sentez bien. Et là, vous avez peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose de juste qui se manifeste, en vous, où vous vous sentez véritablement en paix. Mais malheureusement, il suffit qu'une personne arrive et, je sais pas, vous lance un mot malheureux ou que vous appreniez une mauvaise nouvelle, et aussitôt, toutes ces émotions vont revenir à la surface et vont complètement gâcher cet état de paix. Ce qui est important de voir, c'est que nous avons l'habitude d'attribuer nos souffrances aux conditions extérieures. Mais en fait, les conditions extérieures ne sont rien d'autre
que comment dire, euh, ce qui va réveiller en fait en nous la souffrance. Je vais essayer de m'exprimer autrement. Si vous prenez 10 personnes que vous mettez devant les mêmes circonstances, aucune personne n'aura la même réaction. Pourquoi? Parce que nous avons tous une représentation différente de la réalité. Ce qu'on appelle aussi dans le bouddhisme, pour ne citer que, on parle de perception. Alors parfois les gens parlent de blessure. C'est un peu délicat de parler de blessure parce que ça a quelque chose de péjoratif. Je trouve que c'est plus juste de parler de perception, parce que la perception que nous avons, qui est consciente ou inconsciente, va induire notre comportement, va faire qu'on va avoir telle ou telle réaction. Et ce n'est pas finalement les circonstances qui font que nous avons cette réaction, mais plutôt la représentation mentale que nous avons de ces circonstances extérieures. Et c'est ça qui va faire que nous allons avoir des émotions qui vont s'élever à la souffrance, à la surface consciente, pardon, à la surface consciente. Alors, comment faire pour se débarrasser, comment faire pour ne plus avoir ce genre de réaction? Eh bien, c'est très simple. C'est d'arriver à se libérer de ces perceptions, de cette représentation mentale qui, très souvent, dans 90% des cas, échappe complètement à notre conscience. Et comment on va faire ça? Ben, c'est toute cette quête, c'est d'avancer et de prendre, de faire connaissance véritablement avec nous-mêmes. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une personne qui était venue dans mes cours lorsque j'avais mon cabinet, et puis c'était quelqu'un d'assez manifestait une tendance assez autoritaire, comme ça, assez sévère, assez dur. Et puis il a commencé à pratiquer la méthode que je préconisais, et puis elle commençait à se détendre, elle trouvait que ça faisait du bien, et puis les jours, les semaines passaient, et puis il a commencé à avoir toutes sortes d'émotions qui s'élevaient à la conscience, elle qui donnait l'impression de n'avoir jamais aucune émotion. Puis elle vient me voir, elle était presque un peu contrariée, presque fâchée. Elle m'a dit, écoutez, je comprends pas, maintenant que je pratique, j'ai plein d'émotions, j'ai plein de pensées, moi j'avais pas tout ça avant. Je lui dis: «Mais si, ces émotions, elles étaient déjà là. C'est juste que quand vous mettiez un couvercle dessus, maintenant que vous commencez à vous détendre, vous commencez à voir toutes ces émotions qui étaient là en vous». Mais elle me dit: «Mais moi, j'en veux pas de ces émotions». Je lui dis: «Oui, mais rassurez-vous», je lui dis: ça va s'apaiser, ça va se pacifier avec la pratique, avec le temps». Sauf que là, pour l'instant, ben, vous avez, effectivement, des résurgences d'affect qui se manifestent à la conscience, et la meilleure attitude à avoir, c'est de continuer à pratiquer et surtout de les accepter. Et c'est exactement ce qu'on ne fait pas dans les cultures. On les accepte pas, nos émotions. On veut pas en entendre parler. Et pourtant, c'est bien ça qui crée la souffrance. C'est pas, comme je veux pas me répéter, mais ce ne sont pas les circonstances extérieures. Les circonstances extérieures, elles vont faire élever à la conscience toutes ces peurs, toutes ces émotions. Alors vous allez me dire, et on va y venir, je vous en parlerai parce que j'ai vécu ce genre de choses. Il y a des circonstances qui peuvent être extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles, comme le cas d'agression, de viol, ce genre de choses. Alors, on reviendra là-dessus, parce que c'est un aspect qui est vraiment très important. Ce qui m'importe pour l'instant, c'est que vous compreniez comment fonctionnent les émotions. L'attitude à avoir, et ça on en parlera quand on aura les clés, c'est d'être capable, parce que nous avons cette capacité extraordinaire de prendre de la hauteur par rapport à nos émotions, d'apprendre à les accepter et en quelque sorte de les apprivoiser. On va apprendre à se familiariser avec ces émotions. Parce que si vous voulez être à l'aise avec quelque chose, imaginez que vous arrivez dans un lieu où vous connaissez absolument rien, vous n'êtes pas du tout à l'aise, au début vous avez du stress, vous avez une certaine anxiété qui est tout à fait naturelle, qui est normale, mais qui va disparaître avec le temps. Plus vous allez passer du temps dans ce lieu, plus vous allez vous familiariser avec l'environnement, plus ces émotions, ce stress, cette anxiété du début va disparaître et faire place à une certaine aisance. Et c'est bien parce que nous ne nous connaissons pas, nous avons une méconnaissance de nous-mêmes qui fait que nous ne sommes pas à l'aise avec ces émotions. En fait, nous ne savons pas finalement ce que sont ces émotions. On se contente de se bagarrer avec parce qu'on leur donne une réalité solide qu'elles n'ont intrinsèquement pas. Et on reviendra là-dessus aussi. Et plus, grâce à la pratique, plus on va apprendre à se familiariser avec ces émotions, plus on va apprendre à les accepter, et plus on va voir qu'elles vont commencer à se pacifier, à être de moins en moins violentes. Alors au début, on peut avoir des émotions très violentes. Ça peut être très fort, surtout si elles ont été vraiment refoulées pendant très longtemps, parce que les circonstances ont fait que
on a vécu des choses qui étaient pénibles, qui étaient douloureuses, on a pu avoir une enfance difficile, qui fait que, comme on veut plus revivre ça, on a créé une espèce de bouclier pour essayer de nous protéger. Et à un moment, eh ben, ça commence à peser lourd dans la balance et ça nous empêche finalement de vivre. Et on peut pas passer toute sa vie à se protéger parce que plus on se protège, plus on s'enferme, et plus on s'enferme, plus on s'isole, et plus on s'étiole aussi. Et on commence à plus vraiment vivre véritablement sa vie. Notre vie tourne finalement autour de ce que certains appellent les blessures, tourne autour de ces perceptions, de ces histoires qu'on a vécues, qu'on veut plus revivre. Et donc, c'est pas véritablement une vie. La vie, elle est là pour être vécue. Notre aspiration, c'est l'aspiration au bonheur. Donc, si on s'enferme comme ça dans des modes de vie, dans des comportements, eh bien, on a le sentiment de complètement passer à côté de son existence. Et c'est là où la pratique va vraiment beaucoup nous aider. Je parlerai tout à l'heure des clés qu'on peut mettre en application. La pratique va nous aider vraiment à être, à devenir un ami pour nous, parce que c'est la base, c'est la première chose. Quand j'ai eu le bonheur, la chance de fréquenter les bouddhistes, j'ai découvert une chose avec eux. Alors vous allez peut-être dire que je parle beaucoup des bouddhistes, bah oui, forcément, j'ai passé 15 ans avec eux. Mais vous verrez, il y a des choses vraiment intéressantes. Mais bon, je vous rassure, je ne suis pas devenu, pour autant bouddhiste parce que je pense que c'est pas indispensable, c'est pas nécessaire. On peut mettre ça en application par soi-même. Mais il y a une chose que j'ai vraiment appris avec eux, c'est qu'ils apprennent à l'enfant, dès son plus jeune âge, à être bon pour lui. Et nous, on nous apprend pas ça. On trouve que c'est égoïste. Et pourtant, c'est la première chose qu'on devrait faire. Parce que, comme vous avez dû le voir dans la bande-annonce, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Si vous êtes bien avec vous-même, si vous avez du respect pour vous-même, si vous avez de l'estime pour vous-même, vous aurez inévitablement de meilleures relations avec les autres. Les choses seront beaucoup plus aisées, beaucoup plus faciles. Vous n'aurez pas cette lutte permanente entre ce que vous voulez paraître et ce que vous ressentez réellement. Shimon Rinpoche disait d'ailleurs que l'être humain est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations positives, notre aspiration d'abord au bonheur, notre aspiration à nous épanouir, à nous réaliser. Et puis, il y a ce moteur qui tire en arrière, qui sont autant de forces antagonistes qui viennent s'opposer. Ce sont nos peurs, ce sont la culpabilité, toutes ces perceptions erronées qui font que on va avoir beaucoup de mal à avancer dans l'existence. Et c'est pour ça que la base, c'est vraiment indispensable, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Quand je parle de s'aimer soi-même, il ne s'agit pas d'amour immodéré de soi, il ne s'agit pas de narcissisme, mais de reconnaître que, en tant qu'individu, nous avons une valeur. La vie que nous incarnons a une valeur. Et c'est sur cette base que vous pouvez avoir du respect pour vous-même, que vous pouvez être bon pour vous-même. Pema Chodron parlait d'entrer en amitié avec soi-même quand elle parlait de la méditation. Et vous entrez effectivement en amitié avec vous-même. Et c'est tout ce que la pratique, dont je vous parlerai tout à l'heure, va vraiment vous apporter. Et plus vous arrivez à faire cela, plus bien vos émotions vont commencer à s'apaiser. Vous apprenez à reconnaître vos peines, vous apprenez à reconnaître vos souffrances, vous apprenez à reconnaître, au lieu de vous bagarrer contre, vos colères, et vous pouvez voir que votre colère, finalement, ne vous sert à rien d'autre que d'un bouclier, vous vous protégez, finalement, parce que ça vous donne un sentiment de puissance, un sentiment de force, mais c'est une force un peu trompeuse, parce que en réalité, elle masque vos peurs, elle masque votre tristesse. Quand si ça vous est déjà arrivé d'aller au bout de votre colère, puis de, de retrouver votre apaisement, eh bien, vous allez voir que vous allez vous demander contre quoi vous essayez de vous protéger. Sauf si vous restez, si vous êtes un vrai colérique qui passe son temps à ressasser et se dire ouais, l'autre, il a fait ci, il a fait ça. Vous savez, c'est extraordinaire la colère. On nourrit la colère, on se trouve toutes sortes de bonnes raisons d'être en colère. Mais si vous êtes vraiment authentique, vraiment honnête avec vous-même, et que vous êtes capable d'avoir un tant soit peu de regrets parce que vous vous êtes laissé emporter, peut-être que vous avez fait peur aux personnes qui étaient autour de vous, que vous êtes devenu très agressif, et que vous retrouvez cette tranquillité après, et vous pouvez voir que finalement, vous êtes laissé prendre par vos propres
perceptions mentales, par vos propres, ce que les bouddhistes appellent les obscurcissements mentaux ou les toxines mentales. Et c'est là tout le cœur de la démarche. C'est de se dire, mais comment je peux arriver à me défaire de ces obscurcissements mentaux? Eh bien, c'est là où la connaissance, et je ne parle pas de connaissance intellectuelle, je parle de connaissance qui est apportée par la pratique qui va être très éclairante, qui va aider notre conscience à s'élargir de plus en plus et à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et ça vous permet de reconnaître la vraie nature de vos émotions et d'arriver progressivement à vous en libérer. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est vraiment acquérir de la stabilité. Nous avons, encore une fois, cette capacité, comme je viens de le dire, à percevoir nos propres processus mentaux, à percevoir nos pensées, à percevoir nos émotions, à percevoir notre propre corps aussi, avoir cette capacité à nous, en quelque sorte, à nous détacher et à les voir pour ce qu'ils sont. Si on arrive à ne plus s'impliquer ainsi dans les émotions, on va, et d'avoir cette attitude ouverte, accueillante à l'égard de soi-même, eh bien, c'est un peu comme essayer d'imaginer, je donne souvent cet exemple, c'est d'imaginer un enfant qui est très en colère. Il arrive, il est très en colère, il est assez remonté. Et vous avez deux attitudes par rapport à cet enfant, parce qu'il faut le remettre à cette dimension d'enfant. Euh, vous pouvez lui dire, c'est pas bien de se mettre en colère, tu dois arrêter. Mais vous pouvez aussi, parce qu'il ne pourra pas vous faire de mal, mais d'accueillir votre enfant et de lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tellement en colère? Donc en fait, vous êtes en train d'accueillir sa colère. Vous l'écoutez finalement. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien votre enfant, comme il se sent écouté, il n'a plus besoin de sa colère. Et il va pouvoir dire ce qu'il a sur le cœur. Il va pouvoir dire ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve, ce qu'il y a véritablement derrière sa colère. Et ça va l'aider plus tard à s'exprimer sans avoir besoin d'agresser. Et ça, c'est énorme ce que je suis en train de vous dire. Parce que si vous parvenez à avoir cette attitude à votre propre égard, eh bien, vous allez obtenir exactement le même résultat. C'est comme ça que vos pensées et vos émotions vont s'apaiser en cessant de vous bagarrer avec vous-même. Alors, ce que je vous propose, avant d'aller plus loin, parce qu'on va continuer ce développement, je crois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Mmh. J'ai entendu Nat qui tapait sur le clavier. Alors, on va prendre quelques questions, je vais y répondre, et puis vous pouvez commencer à poser vos questions. Alors, je ne promets pas de répondre à toutes les questions, parce qu'à chaque conférence, il y en a quelques-uns qui repartent frustrés parce qu'on n'a pas répondu à leurs questions, mais parfois on a des avalanches de questions, et ça commence à devenir, on n'arrive plus à suivre. Donc, on va commencer. Paul, comment gérer ça avant que ça n'arrive? Alors il a commenté après: colère, violence envers lui-même. Je répète cette explosion à chaque fois. C'est parce que il y a un phénomène d'identification. À un moment où vous vous identifiez à quelque chose, que vous ne voyez pas. C'est ça que vous ne voyez pas. Alors ce que vous pouvez faire, c'est de procéder par anticipation. On fait la même chose avec les angoisses et ça marche assez bien. Alors, mais là, il faudrait qu'il y ait une pratique derrière. Si vous n'avez pas de pratique, le problème c'est que ce que je voudrais vous dire, avant de répondre complètement à cette question, j'ai entrepris de très nombreuses démarches. J'ai fait des tas de thérapies, j'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait de la gestalt thérapie, j'ai fait de l'analyse, j'ai fait, je crois que je me suis essayé, un peu à tout ce qui existait, et puis j'ai l'impression de pas vraiment, arriver à me sortir de là. Et puis, alors je découvrais des choses, c'était toujours intéressant, mais et le jour où j'ai découvert la pratique, la méditation, la réalisation personnelle, que j'ai rencontré tous ces sages, j'ai commencé à découvrir une chose qui était fondamentale, c'est que d'une part, je n'étais pas mes pensées, et je n'étais pas mes émotions. Que ces émotions se produisaient en moi, au sein de mon esprit, mais que j'avais la possibilité de ne pas les suivre, de ne pas y adhérer, de ne pas m'impliquer avec elles. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et la pratique me donnait cette stabilité qui faisait que je pouvais laisser des émotions, même parfois violentes, me traverser, sans pour autant me laisser déstabiliser. Et ça, je vous dis ça pour répondre à votre question. C'est possible, bien sûr, de se libérer d'émotions violentes. On peut le faire, mais si on a la pratique, on peut le faire déjà par anticipation. C'est-à-dire, comme vous avez déjà vécu ces émotions, eh bien, c'est un peu comme se préparer à un examen. J'ai fait, souvent, je suis intervenu dans des écoles où je faisais des interventions pour aider les enfants à préparer leurs examens. Et
ce que je faisais, j'essayais pas de leur dire que tout allait se passer bien, parce qu'on n'en sait rien, on ne sait pas, il peut se passer toutes sortes de choses. Mais par contre, je les préparais. J'ai un peu cette philosophie de Benjamin Franklin qui disait toujours: «Je me prépare au pire et j'attends le meilleur, comme ça je suis jamais déçu». Ça a l'air très pessimiste, mais en réalité, c'est très positif, parce que la meilleure façon de gérer un stress, c'est de l'anticiper. Donc plutôt que de redouter ce qui risque d'arriver, préparez-vous-y au contraire pour avoir une réponse appropriée à la situation. Et donc, pour donner un exemple, je demandais à ces élèves: «Qu'est-ce que vous redoutez le plus qui pourrait arriver pendant les examens?» Alors chacun, disait, toutes sortes de choses. Et puis il y en a un, je me souviens, qui disait: «Mais ce que je redoute le plus, eh bien, c'est de tomber sur une question à laquelle j'ai pas de réponse». Et donc je lui dis: «Bon, bah, c'est très bien, maintenant tu sais ce que tu redoutes le plus, quelle est la réponse que tu peux donner maintenant, avant que ça n'arrive?» Et il n'avait pas pensé à ça. Il s'est dit: «Mais c'est vrai». Puis il a commencé à réfléchir et il s'est dit: «Mais finalement, je peux», parce que je lui ai dit: «Maintenant que tu es dans le calme, tu es pas encore à l'examen, tu peux donner une réponse. Qu'est-ce que tu ferais si ça arrive?» Et puis bon, au début, il était un peu déstabilisé, puis il a commencé à réfléchir, puis il a dit: «Bah, finalement, je peux mettre la question de côté et répondre aux questions auxquelles j'ai les réponses». Donc il a agi par anticipation. Il s'est préparé à ce que ça arrive. Eh bien, la meilleure chose à faire, c'est que quand vous n'arrivez pas à vous sortir d'un phénomène qui se répète constamment, c'est de l'anticiper. En vous disant: «Ça arrivera à nouveau, mais quelle est la réponse que je vais donner?» Quand je parle de réponse, ça peut être l'attitude qu'on va avoir à ce moment-là. C'est comment être. C'est pouvoir faire des choix, d'être capable de se dire: «Mais cette émotion, je peux, apprendre à l'accepter». Il y a toutes sortes de choses. Alors je ne peux pas répondre comme ça tout de suite parce qu'il faudrait, heu, une les détails de la situation, mais c'est quelque chose qui marche très, très bien. Et ensuite, c'est d'explorer aussi la nature des émotions. Ça, on le fait aussi. C'est très important de reconnaître la nature des émotions et de voir que finalement, elles n'ont pas de pouvoir réel. C'est juste, d'ailleurs, c'était, Dalai Lama qui, était quelqu'un, qui avait, régulièrement des colères et puis son maître, lui dit: «Mais est-ce que tu as besoin d'une bombe atomique pour, te libérer de tes colères?» Parce qu'il voyait qu'il se bagarrait avec ses colères et puis, jusqu'à ce qu'il les accepte complètement et quand on lui pose la question à propos des colères, il dit: «Bah et quoi les colères?» Et mais c'est souvent, on a peur de ses propres colères parce qu'on a peur d'être destructeur, on a peur de faire du mal. Donc derrière, il y a la culpabilité. Donc c'est terriblement, pourri et on n'arrive pas à accepter sa colère telle qu'elle est. Vous Et plus vous verrez que si vous avez cette attitude, comme je parlais de l'attitude qu'on peut avoir à l'égard d'un enfant, plus ces émotions vont vraiment se libérer. Et on verra, parce que ça c'est très important, la culpabilité. Alors j'ai fait, si vous avez l'occasion de la regarder, j'ai donné une conférence sur la culpabilité, parce que c'est une chose dont vous devez vous libérer et qui va réduire considérablement vos, euh, vos émotions, et bien c'est la culpabilité. La peur, la culpabilité sont des poisons extraordinaires. La culpabilité, ça génère de l'angoisse, ça génère de l'agressivité, c'est quelque chose de vraiment destructeur. Donc c'est vraiment d'arriver à se débarrasser de ça. Donc si vraiment vous avez l'occasion de regarder cette conférence. Ensuite. Alors ensuite, Marie-France: «Je suis trop sensible aux remarques, aux critiques et je réagis d'une façon impulsive et cette réaction entraîne des conflits. Comment puis-je me contrôler?» Alors déjà, il y a un mot trop, contrôler. C'est pas le problème, c'est pas un contrôle. C'est lié tout simplement à un manque de confiance en vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous pour donner une réponse à la situation quand vous vous trouvez avec les autres. Donc là, il y a une démarche à faire de prendre vraiment, avoir un peu plus de reconnaître votre valeur. L'hypersensibilité, il est toujours lié à un manque de confiance en soi, de la peur. Donc et qui provoque des réactions. Les gens qui manquent de confiance en eux sont beaucoup plus sensibles au stress, sont beaucoup plus sensibles aux conditions adverses, aux remarques que les gens peuvent leur faire et sont facilement blessables. Mais c'est lié, encore une fois, à un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi. Donc c'est vraiment important d'apprendre à vous aimer, à vous respecter, à retrouver ce chemin. On verra comment après. Claire: «Quand on commence à changer nos habitudes, la souffrance nous y poussant, est-ce que les émotions peuvent se mettre à travers nos chemins et être plus intenses?»
Non, elles peuvent paraître parfois plus intenses, mais en réalité, c'est parce qu'on en devient un peu plus conscient. C'est-à-dire qu'on réalisait pas à quel point, elles nous gâchaient la vie et là, on commence vraiment à se rendre compte, un peu comme cette personne qui avait pratiqué avec moi, puis qui après se trouve avec des émotions. Elle les voulait pas. Elle se dit: «Mais non, mais maintenant au contraire, apprenez à les accepter». Donc parfois, elles peuvent être très présentes et très prenantes. Donc rassurez-vous, si on persévère avec, la pratique, ça finit par se pacifier. Fatima, comment accepter les émotions sans se faire du mal? Bah, en fait, derrière, je devine un jugement. Vous avez des émotions et vous jugez d'avoir des émotions et c'est ça qui vous fait du mal. C'est pas le fait d'avoir des émotions, c'est le fait que vous vous jugiez d'avoir des émotions. Et là aussi, c'est lié à la culpabilité. Donc vraiment, débarrassez-vous de ça et apprenez à voir vos émotions. Essayez vraiment de prendre cette attitude amicale à l'égard de vous et d'apprendre à vraiment à accepter vos émotions. Essayez d'imaginer un enfant qui a les mêmes émotions et que vous n'allez pas lui dire: «C'est pas bien d'avoir des émotions». C'est lui dire, voilà, vous l'accueillez au contraire. Et là, on verra aussi, il y a des choses à mettre en application. Daisy, je suis attachée à quelqu'un qui érige sans cesse des remparts et se replie. Je suis moi-même parfois maladroite car très sensible. Comment faire? Comment faire quoi? Je sais pas, c'est sa question. Je suis attachée à quelqu'un qui érige sans cesse des remparts et se replie. Je suis moi-même parfois maladroite car très sensible. Oui, mais Je pense que c'est comment faire est-ce que je vous sais pouvez pas. reformuler votre question pour que je puisse, y répondre? Ça me permettra, il y a beaucoup de choses. Je devine, mais je peux pas, sinon je vais répondre à côté. Oui. Césarine, comment se libérer de la colère qui est véhiculée par un sentiment violent de jalousie? Ah, la jalousie, quel poison. La jalousie, en fait, c'est que vous regardez vos émotions, vous les regardez en surface. Vous n'allez pas creuser derrière. Qu'est-ce qui fait que je ressens de la jalousie? La jalousie, elle, va entraîner, de la colère parce que derrière, il y a la peur. Il peut y avoir la peur de perdre quelqu'un qui nous abandonne, qui nous quitte et cetera. Donc et si on voit qu'il commence à regarder d'autres personnes, d'être un peu plus attentif ou qui on peut être, ou qui est plus investi dans son travail et cetera. Il peut y avoir toutes sortes de raisons qui vont faire qu'on va ressentir de la jalousie. En fait, on se sent moins aimé Mmh. et en fait, c'est lié à un manque d'estime de soi et plus vous allez renforcer l'estime de vous-même, donc d'apprendre à vous aimer vous-même. C'est vraiment très important. C'est des sujets sur lesquels je reviens constamment parce que c'est quelque chose de très important. Plus vous allez apprendre à vous aimer, moins vous serez dépendant du regard des autres, de l'appréciation ou non de l'autre. Et ça vous permettra d'être beaucoup plus autonome sur le plan affectif. Et vous verrez que naturellement, votre jalousie va commencer à s'estomper et forcément votre agressivité aussi. Mais ça, il faut accepter que ça prenne du temps. Mais néanmoins, soit effectivement vous avez envie de continuer à souffrir comme ça pour le reste de votre vie, soit vous vous dites, ben, effectivement, j'entreprends quelque chose pour m'en libérer. Alors, on rejoint la question de Daisy tout à l'heure. Valérie pose une question similaire. J'ai mon compagnon qui ne montre jamais ses émotions. Il s'est forgé une carapace que je n'arrive pas à lui enlever car j'ai envie qu'il me montre et me dise ce qu'il ressent. Comment faire? Alors moi, ma Ça question, ça serait pourrait les plutôt: remparts, ouais. pourquoi est-ce que vous tenez absolument à ce qu'il montre ses émotions? Est-ce que, vous savez, dans une relation, on rencontre jamais quelqu'un par hasard. Si vous vivez avec une huître, quelqu'un qui est fermé comme une huître, comme on dit, c'est peut-être pas par hasard. Jusque-là, peut-être que parce que quand vous l'avez rencontré, il était comme ça déjà. Donc, ce qu'il était, ce qu'il manifeste et donc c'est peut-être pas par hasard. La première étape, c'est d'abord, vous allez pas aimer ce que je vais vous dire, c'est d'aimer l'autre tel qu'il est. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va se livrer à quelqu'un? On va se livrer à quelqu'un parce qu'on se sent en confiance. Il pourra peut-être se livrer que lorsqu'il se sentira suffisamment en confiance, où il sentira que vous n'allez peut-être pas juger ce qu'il ressent, que vous serez capable d'entendre ce qu'il a à dire, c'est tout un on s'apprivoise dans une relation et ça peut prendre du temps. Donc n'attendez pas qu'il s'ouvre, ne le forcez pas, ne le contraignez pas.
Je pense que toutes ces démarches, c'est très important dans une relation. Je dis souvent, en fait, on n'a qu'une relation, c'est la relation qu'on a avec soi-même. Et les autres reflètent le rapport que nous avons avec nous-mêmes. Vous allez peut-être me rétorquer, oui, mais moi, mes émotions, je les accepte. Ça dépend comment vous les acceptez. Ça, c'est encore autre chose. Mais vous allez voir, ce que je veux dire par là, c'est que les autres sont un peu, ils vont interagir avec nous en fonction de ce que nous sommes. Mais peut-être que nous sommes pas à l'aise pour reconnaître, comment nous sommes. Donc on a tendance à attribuer, nos difficultés, aux autres. Mais on va voir que, plus on va être, en paix, plus on va devenir amical, d'abord avec soi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on va pouvoir être amical envers l'autre et envers les autres et de pouvoir les écouter et leur permettre d'exprimer, plus facilement peut-être ce qu'ils ressentent. Donc il y a peut-être cette démarche de recul parce que derrière on sent qu'évidemment il y a une attente qui est sans doute légitime. C'est quand même plus agréable de quelqu'un qui partage, qui exprime ce qu'il ressent. Mais par contre, je vais vous dire quelque chose de très désagréable. J'ai eu le bonheur de travailler avec Docteur Bach qui disait: N'essayez pas de faire fondre des icebergs parce que vous y passerez votre vie». Donc, j'espère que vous n'êtes pas qu'un iceberg. Alors, Aurélia: «Maman d'un adulte autiste, j'ai beaucoup de mal à ne pas être désespérée par les absences de solutions pour lui. Je suis envahie par mes émotions, le désespoir. J'essaie de m'apaiser par la méditation, mais de plus en plus de mal à repartir et à croire. Comment rester dans le positif et garder espoir sans être dans le désespoir?» Je pense que derrière, il y a une attente. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est la première chose, c'est pourquoi vous êtes tellement en difficulté par rapport à votre enfant? Il vit son autisme, il vit sa souffrance. Je vais vous raconter une anecdote, pour essayer d'illustrer ça. Une personne, m'avait demandé parce que je l'avais eu au téléphone, il m'avait dit: «Écoutez, ma fille, elle souffrait d'une maladie et il se sentait impuissant à l'aider». Et il me disait: «Je peux rien faire» et ça a créé un grand désarroi. Je lui ai dit: «Là, ce que vous devez faire d'abord, c'est vous d'abord d'apprendre à accepter la maladie de votre enfant. Plus vous serez à l'aise avec sa maladie, plus vous serez en mesure de l'accepter. Pour le moment, en fait, sa maladie, c'est votre problème. Et c'est ça le problème. C'est que tant que sa maladie, c'est pas son problème, vous pouvez pas l'aider. Parce que vous projetez dessus, vous projetez vos peurs, vous projetez vos angoisses, vous projetez vos attentes. Et ça l'aide pas en plus à guérir. Parce que, eh bien, il a un père qui est, euh, qui est là à attendre que de trouver une solution, qui génère du stress, Hem, la première étape vers la guérison, c'est l'acceptation. C'est vraiment d'accepter, de s'accepter, d'accepter l'autre et bien, je vais vous dire la même chose. La première étape que vous devez franchir, c'est d'accepter et d'accepter que peut-être il ne guérira jamais, que peut-être il n'y aura jamais d'évolution. C'est dans l'ordre du possible. Mais il est possible qu'il guérisse. Mais ça, je ne peux pas vous répondre. Mais par contre, ce que je sais et ce que vous pouvez faire, c'est d'aimer votre enfant. Vous allez me dire, bien sûr, comme toutes les mères, vous aimez votre enfant. Je parle d'aimer votre enfant de manière inconditionnelle, sans attente, sans espoir, sans désir, de l'aimer pour ce qu'il est et de l'accompagner. Et si un jour il guérit, eh bien, ce sera une joie. Et s'il ne guérit pas, ça doit rester une joie que vous lui apportez et que vous lui transmettez. Fabienne: «Suite à un parcours de vie un peu chaotique, je n'exprime aucune émotion négative, tristesse, colère. Je les vis, mais dès qu'elles arrivent, j'ai un réflexe qui contrecarre l'émotion négative. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à m'ouvrir à ces émotions?» Même réponse, même réponse, d'apprendre à vraiment, le secret, c'est vraiment d'apprendre à être un ami pour soi, parce qu'en fait, je pense que vous avez développé ce réflexe parce que ces émotions vous font peur. Si vous voulez vous libérer de cette peur, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir ces émotions, de les explorer, de les regarder, de les examiner sous tous leurs angles, de manière à ce qu'elles ne vous effraient plus, de manière à ce que vous soyez tout à fait à l'aise avec. C'est la meilleure chose à faire.
Claire, un défi pour les empathiques qui perçoivent et reçoivent fortement leurs émotions et celles des autres. Comment gérer? Elles sont si intenses. Quelle bulle de protection mettre en place? On doit pas c'est pas une bulle de protection. C'est que l'empathie est une capacité que nous avons tous, mais qui est refoulée chez les psychopathes qui ne ressentent plus rien, et l'empathie est présente même chez les animaux. On est capable de ressentir ce que l'autre ressent. Si l'autre ressent de la souffrance, on peut le ressentir et c'est ce qui nous aide. Après, il y a l'étape suivante. On peut rester sur l'empathie, c'est-à-dire de ressentir les choses, mais on peut entrer aussi très vite dans et c'est ce qui semble être le cas pour vous, ce qu'on appelle la détresse empathique. C'est-à-dire qu'on est complètement envahi par toutes sortes d'émotions qu'on n'arrive plus à gérer. Il ne s'agit pas de se mettre dans sa bulle ou de se protéger, mais il y a une étape qui manque dedans, c'est parce qu'on confond l'empathie et la compassion et l'amour. L'empathie, c'est, encore une fois, je le répète, la capacité à ressentir ce que l'autre éprouve, à percevoir qu'il souffre. Mais il y a l'étape suivante qui est la compassion. L'amour et la compassion qui vont nous libérer, qui prend le relais et qui va faire qu'on n'a pas plus besoin de cette empathie. À ce moment-là, ce qui va prendre le relais, c'est vraiment l'amour et la compassion, la capacité à souhaiter à l'autre de se libérer de cette souffrance qui le tenaille et qui le fait souffrir. Et c'est ça qui va vraiment apporter cette stabilité. Hem, Céline, lorsque des circonstances font bouger nos représentations mentales et poussent à une hémorragie d'émotions, le contrôle de ces dernières est-il favorable ou bien un poison? Non, c'est encore une fois, c'est tout le problème par rapport aux émotions, c'est la perception que nous en avons. Dans notre culture, on hérite d'un on a un héritage assez lourd parce qu'on considère, la colère, la jalousie, la peur et cetera comme de mauvaises choses qu'il faut, refouler. Que c'est on nous dit souvent: «C'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien d'être jaloux, et cetera». Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on juge au lieu de comprendre. On juge, on se dit: «C'est pas bien d'avoir des émotions, c'est pas bien de ressentir ce que je ressens» et donc on est toujours en bagarre contre soi-même. Donc forcément, on n'est jamais en paix. Les bouddhistes parlent de poison, parlent de poisons mentaux. Alors ça pourrait paraître péjoratif aussi, en se disant: «Mais c'est du poison, donc il faut s'en débarrasser». Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que plus on va se bagarrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on va se bagarrer contre ses émotions, plus on va se bagarrer contre ce que l'on ressent, et bien plus ça va faire cocotte minute et ça va être encore pire. Et vous voyez, j'ai jamais vu quelqu'un en paix, en se bagarrant avec ses émotions parce que, je le répète, de la lutte ne peut naître que la lutte. Donc ce qui est important, c'est de reconnaître ses émotions et plus on va les reconnaître pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que ce qui nous empêche de les voir pour ce qu'elles sont, c'est encore une fois nos croyances, nos idées, nos jugements qui nous empêchent de voir. Donc il faut se débarrasser de ces jugements, de ces croyances, de ces idées, de ces interprétations, et d'être un peu, je dirais presque comme un enfant ou même aussi un scientifique qui découvre une expérience pour la première fois, qui l'examine avec beaucoup d'attention, mais sans coller de notions de bien, de mal, de jugement, d'agréable, de désagréable, etc. C'est juste, voilà, ce sont des manifestations. Un jour, j'ai entendu un sage parler d'événements mentaux. J'ai trouvé ça extraordinaire, parce que vous pouvez regarder un événement qui se produit sans être pour autant affecté. Bon, il y a des événements qui peuvent vous affecter, qui peuvent réveiller des émotions. Mais quand vous considérez la notion d'événement et d'événements mentaux, ça commence à vous aider à poser un regard très différent sur vos émotions. Et là, on va voir, et je vais vous parler de la pratique, parce que la pratique va vous aider à voir vos pensées et vos émotions comme des nuages qui passent dans le ciel, sans vous laisser pour autant affecter. Alors, ça doit se faire progressivement, parce qu'au début, évidemment, si vous essayez d'accepter des émotions violentes, ça va être très difficile, ça va être très compliqué. Donc, c'est un processus qui se fait graduellement, et c'est un processus, comme disait le Dalai Lama, c'est un processus de familiarisation. On commence à se familiariser avec soi-même, c'est-à-dire à faire connaissance avec soi-même, tout simplement. Alors, je pense, on va mettre de côté les questions. Je vais peut-être répondre maintenant. Je vais vous donner des clés. J'enseigne depuis 1987 la démarche dont je vais vous parler avec de très bons résultats. À tel point qu'aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de médecins. En cabinet, je travaillais avec beaucoup de médecins. On a même des médecins qui viennent dans nos stages, des scientifiques aussi pour découvrir cette démarche, découvrir bien sûr les stages, mais aussi la démarche. Et
la première chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'acquérir plus de stabilité. Il faut comprendre que notre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées qu'elle va suivre forcément volontiers, ce qu'on appelle l'identification en psychologie. Et comme disait Jung, plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Et donc, tant qu'on n'a pas conscience de soi, de sa manière de penser, de sa manière d'agir aussi, et puis aussi de s'exprimer, eh bien, on va continuer à faire ce qu'on a fait. En fait, on fonctionne un peu comme des robots. On obéit à nos croyances, à nos idées, à nos concepts, et on n'est pas vraiment libre. Finalement, on ne fait que de répondre à toutes ces injonctions sans avoir conscience véritablement de ce qui se passe en nous. Donc, la première chose, c'est d'avoir ce recul par rapport à soi. Ce recul et nous avons une faculté extraordinaire qui s'appelle l'attention. Alors certains l'appellent la pleine conscience, le MBSR, bon ça c'est des mots qui sont très jolis, ça fait partie de notre folklore moderne, on est bien, mais c'est tout simplement l'attention. C'est une faculté qu'on a tous. Et cette attention, on peut l'entraîner à acquérir plus de stabilité. Pour ça, on va utiliser différents supports, on va utiliser le corps, on va utiliser certains processus mentaux, on va utiliser le souffle, et ainsi de suite, et on va par tout un entraînement, faire en sorte que cette attention se renforce et va donner à la conscience la capacité à, en quelque sorte, se détacher des pensées. Quand je parle de détacher, je ne parle pas de sortie du corps, ce genre de choses, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la capacité à voir ses propres pensées, à voir ses émotions. Je vais le dire autrement par rapport aux émotions. Vous allez ressentir, continuer à ressentir et éprouver les émotions, mais vous ne serez pas emporté dans l'émotion. Et c'est là où il y a une grande différence. En état vigile ordinaire, je dirais que nous sommes emportés dans nos émotions, on les subit, alors que là, on est capable de les ressentir, de les accepter, mais elles ne nous emportent plus. Et donc ça, c'est vraiment la première étape qui est indispensable, c'est d'acquérir cette stabilité. Et ça va avoir des effets extraordinaires parce que on va voir nos émotions, évidemment, vont se pacifier avec le temps. On va avoir une plus grande concentration. Les effets sur la santé sont simplement extraordinaires. C'est un adjuvant thérapeutique de très grande valeur aussi, cette pratique, parce que elle apaise, le corps se met en repos, l'esprit aussi se met en repos, parce que comme on ne sollicite plus les pensées, elles vont se pacifier, donc on va produire ce qu'on appelle des ondes alpha, qui sont des ondes beaucoup plus apaisées et qui participent à notre équilibre. Donc les effets sont extraordinairement positifs. Et on voit, dès les premières semaines de pratique, les gens commencent à manifester des effets vraiment sensibles. Alors, ça reste fragile, ça demande de la pratique ensuite pour renforcer tout ça. Et puis ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle les antidotes. Toutes sortes Mmh. d'antidotes à nos différentes émotions. On a, par exemple, dans le second degré, on a un exercice qui s'appelle le sourire intérieur. On montre comment on peut justement regarder ses émotions avec détachement, je dirais même avec une forme de tendresse, de compassion, où on commence à se voir à poser un regard très très différent sur soi. Et on voit que ça commence vraiment à changer notre rapport avec nous-mêmes. C'est là où on commence à entrer en amitié avec soi-même. Le deuxième exercice, alors là, on a consacré vraiment un cours complètement sur la culpabilité, parce que c'est un vrai poison dont il faut absolument se débarrasser. Ça peut gâcher des vies entières, ça peut même conduire au suicide, c'est vraiment terrible. Donc il faut vraiment se débarrasser de cette souffrance complètement inutile, et pour ça, il y a un cours qui a été complètement consacré à ça. Et ensuite, vous avez très nombreux exercices, un exercice sur la confiance en soi, un exercice pour renforcer la motivation, un autre exercice aussi qui renforce, qui s'appelle l'équanimité des sentiments, qui renforce cette libération par rapport à la culpabilité. C'est vraiment un très bon antidote à la culpabilité. Vous avez évidemment un exercice qui s'appelle l'acceptation de soi, où on va apprendre à accepter non seulement ces aspects, ce que vous considérez comme vos côtés négatifs, on va les voir sous un tout autre angle, avec un regard très différent, mais aussi on va apprendre à accepter ses propres qualités, parce que c'est important, vous avez des qualités, vous avez des ressources, et souvent, la plupart des gens d'ailleurs, sont très peu conscients de leurs réelles qualités humaines. Et pourtant, elles sont présentes, elles sont là, elles sont juste ignorées, refoulées, mises de côté, parce qu'on est dans une culture qui ne le favorise pas du tout. Et quand une personne commence à reconnaître ses qualités, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à avoir un peu plus confiance en elle. Commence à avoir un peu plus d'estime d'elle-même. Parce que c'est dit, mais finalement, je ne suis pas si nul que je le pensais. Non seulement vous n'êtes pas nul et vous ne l'avez jamais été, c'est que vous êtes juste ignorant de ce que vous êtes véritablement. Et ça, c'est par, on va dire,
c'est peut-être pas le mot le plus approprié, gymnastique mentale, mais par un regard qu'on va commencer à poser différemment, en menant de la conscience sur ses propres qualités humaines, eh bien, on va voir que ça va commencer à changer. Et donc, vous avez tout un ensemble d'exercices comme ça sur 12 semaines qui sont donnés pour vous aider dans cette réalisation personnelle. Ensuite, on va aller un peu plus loin, évidemment, on va pas s'arrêter là. Troisième cycle, où là, on va parler de la réalisation de la véritable nature de notre être, de ce que nous sommes par nature. Qui sommes-nous réellement? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent, mais qu'ils oublient très vite parce qu'ils sont pris par leur activité et jusqu'au jour, bah, ça les rattrape. Et on va voir que ça va tout changer parce que plus vous allez avoir conscience de ce que vous êtes véritablement, et bien vous allez voir que tous ces mensonges dans lesquels vous vivez sur vous-même, toutes ces croyances, toutes ces idées, euh, toutes ces choses très peu sympas que vous pouvez avoir de vous-même et vont voler en éclats parce que vous allez voir que tout ça, c'est de la création mentale, c'est de la fabrication mentale et que ce que vous êtes par nature est véritablement positif. Et ça, tout le monde peut le découvrir par la pratique, par la force de la pratique. Et là, vous avez encore tout un programme de 12 semaines qui va vraiment vous accompagner dans cette quête, dans cette réalisation personnelle pour vous libérer de pour encore répéter les bouddhistes, tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit, tous ces obscurcissements mentaux, toutes ces toxines mentales qui viennent vraiment nous pourrir la vie. Je vais terminer avec le fait que c'est très important. Nous, on attribue nos souffrances aux conditions extérieures. Euh, et c'est une perception qui est erronée parce que si nous sommes vraiment très très honnêtes avec nous-mêmes, qu'est-ce qui crée la souffrance? C'est pas ce qui s'est passé à l'extérieur, même dans les pires conditions. Moi, j'ai vécu des choses que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je me suis retrouvé SDF, j'étais battu, laissé à mort dans un fossé, laissé pour mort dans un fossé. J'ai vécu des choses qui étaient vraiment. Alors, je devrais être peut-être un personnage triste parce qu'il est accablé par son passé. Ben non, vous voyez, ça ne m'accable pas du tout. Mais parce que j'ai appris à poser un regard très différent. Ce ne sont pas les circonstances extérieures dramatiques que j'ai vécues qui était la source de la souffrance, mais ce que j'allais mettre dessus, toute la partie émotionnelle, toute la partie, tout ce que j'allais mettre dessus. Et c'est ce qui faisait dire un jour, quand on demandait à Dalai Lama, mais quand ça se fait que vous ne haïssez pas les Chinois qui ont détruit votre pays et qui vous ont mis dehors, littéralement, il disait, si je hais les Chinois, c'est moi qui vais souffrir, c'est pas eux. Donc ça ne fera du mal qu'à moi-même. Et donc on va voir, dès qu'une personne commence, et c'est ça le- la clé de la guérison, c'est que dès qu'une personne commence à se libérer de, de cette représentation mentale, de tous ces obscurcissements mentaux qui créent la souffrance, et qu'elle arrive à voir la situation telle qu'elle est, il ne s'agit pas d'excuser ce qu'ont fait les gens, si des gens vous ont fait souffrir, il ne s'agit pas du tout de les excuser, mais il y a une différence entre les faits, c'est-à-dire ce qui s'est véritablement passé, et comment vous allez colorer la situation. Et c'est ça qui va vous faire souffrir. Et vous avez certainement dû voir des personnes qui avaient certes vécu des drames, mais qui, après, finalement, se servaient de ce drame et de le nourrir tout le temps, tout le temps, tout le temps, de le ressasser, de s'entretenir dedans et de se faire du mal avec. Et ces personnes n'arrivent jamais à s'en sortir. Pourquoi? Parce que ces émotions négatives, elles vous affaiblissent. Elles vous font devenir euh, sentir petit, où vous vous sentez et vous perdez toute l'estime de vous-même. Et c'est pour ça que c'est important de se libérer de ces facteurs de l'esprit, ces facteurs perturbateurs de l'esprit, parce que vous ne trouverez jamais de bonheur en passant par là. Mais ce n'est pas la bagarre qui va vous aider à vous en libérer. Ce n'est pas en essayant de les refouler qui va faire que vous allez être en paix avec vous-même. C'est au contraire en apprenant à les accepter et à ne plus les laisser ainsi reconnaître, en reconnaissant leur véritable nature, de découvrir que finalement elles n'ont pas de véritable pouvoir, que le pouvoir qu'elles ont est lié à la perception que vous en avez. Et c'est là où vous avez, vous, un pouvoir énorme, parce que vous pouvez changer le regard sur vous-même. Et je terminerai là-dessus, c'est que si vous voulez que votre vie change, vous devez avoir conscience d'une chose, c'est que vous ne pouvez pas espérer voir votre vie changer si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous voulez vraiment que des changements se produisent dans votre existence, eh bien, c'est commencer à poser un regard différent, à commencer à regarder les choses sous des angles différents. Mais ça, tant que vous n'avez pas le détachement, c'est très très difficile à faire. Alors voilà, maintenant vous savez ce que vous pouvez faire.
Alors, je vais vous parler succinctement de la démarche qu'on propose. Ces 3 cycles, vous pouvez les faire. Le premier, comme je l'ai dit, fait 7 semaines, le deuxième fait 12 semaines, le troisième fait 12 semaines aussi. C'est un cours qui est très riche, il y a peut-être des personnes qui le suivent, qui peuvent en témoigner. Loïc va vous donner une vidéo sur laquelle les gens témoignent, il y a plein de témoignages sur le site, vous pouvez aller voir, ce sont vraiment des témoignages authentiques. Et puis, je voudrais vous dire, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose, mais simplement pour vous faire une proposition qui, si elle peut vous aider, vraiment j'en serais ravi. Et sachez encore une fois aussi que l'argent que vous versez pour ces cours sert à financer des actions humanitaires. Grâce à ça, on peut soutenir nos actions. Mais néanmoins, parce que depuis 35 ans que je transmets cette méthode, j'ai vu de très nombreuses vies changer. J'ai vu des gens vraiment avoir euh, de bénéficier de ces clés. Et ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est qu'une fois que vous l'avez acquis, c'est acquis pour toute la vie. Vous allez devenir autonome, vous saurez comment les utiliser parce que c'est très pédagogique que vous allez le découvrir. C'est quelque chose qui est très pédagogique, vous allez apprendre, puis ça devient très vite un jeu. Parce que dans la pratique, on pratique parce que vous allez vous dire: «Ouais, mais heu, aussi long une formation», mais on pratique ce qu'on appelle l'effort joyeux. Et je peux vous assurer que les gens adorent. Ils disent: «Mais pour moi, c'est un moment dont je ne peux plus me passer parce que ça me fait tellement de bien et ça m'apporte tellement de choses et surtout ça me rend autonome». C'est-à-dire que j'ai pris ma vie en main. J'ai appris à prendre ma vie en main. C'est moi qui ai les clés maintenant et je peux l'orienter comme je veux. Et puis au lieu d'accuser les autres, bah, je m'en prends qu'à moi-même et je me dis: «Bah, peut-être que j'aurais pu le faire autrement» et j'apprends par essai et par erreur. Parce que c'est un peu ça, toute notre existence. Mais là, ils ont des clés. Donc c'est un cours qui est très progressif. Vous avez une leçon par semaine. De semaine en semaine, vous progressez. Vous faites le premier exercice la première semaine. Vous allez vous entraîner avec. La semaine suivante, vous allez avoir un nouvel exercice qui va vous permettre d'aller un peu plus loin et un peu plus loin et un peu plus loin. Chaque semaine, vous recevez une présentation écrite, une présentation audio et un exercice audio pour découvrir la marche à suivre de l'exercice. Comme je vous l'ai dit, c'est très agréable, ça fait beaucoup de bien, c'est très plaisant à mettre en application. Et vous avez donc un matériel pédagogique important, puisque vous avez les enregistrements et vous avez les documents PDF qui accompagnent le cours. Et en plus, vous êtes suivi. On vous accompagne, on répond à vos questions. On a créé d'ailleurs à cet effet un groupe de soutien sur Facebook. Alors il y a des personnes qui vont me dire, on entend régulièrement: «Oui, mais moi je veux pas aller sur Facebook, je suis fâché». Vous pouvez toujours créer un compte anonyme et vous venez sur le groupe, c'est un groupe privé, personne ne le voit, on est vraiment entre nous. Et là, les anciens soutiennent les nouveaux et moi, j'interviens régulièrement sur le groupe pour vous aider, pour répondre à vos questions. Nathalie intervient, Loïc qui est derrière la caméra intervient aussi. On est tous là pour vous aider et pour vous soutenir. Je peux vous assurer que personne n'a jamais été mis de côté, mis seul. On est vraiment là pour vous aider. Et puis, de temps en temps, vous pouvez venir faire un stage avec nous pour vous aider. Ça vous permet d'abord de nous rencontrer, de rencontrer plein d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit, qui viennent avec cette aspiration. Et puis, ça permet de, de vivre l'expérience aussi. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, c'est éminent. On avait une application aussi, mais qui ne marche plus. Ça fait des mois d'ailleurs, ceux qui l'ont connue, ils désespèrent de l'avoir parce que c'est très, très long à créer une application. Puis il y a toujours des petites complications avant la mise, en ligne définitive. Là, c'est imminent. Je pense que d'ici quelques jours, ou une semaine, peut-être, allez, 10 jours, on va avoir une application. Donc vous pourrez avoir l'application, les cours sur votre application. Et j'ai oublié, je vais vous faire un cadeau aussi. Je vais vous faire un cadeau parce que mon objectif, c'est que vous puissiez bénéficier de cette démarche et surtout, depuis que j'ai créé cette activité, j'ai toujours fait en sorte que le plus grand nombre possible puisse accéder à ces cours parce que je sais que ce sont des cours, souvent, c'est pas donné. Si vous allez voir un sophrologue, un relaxologue ou un thérapeute, c'est entre 40 et 150 euros la séance. Donc imaginez pour cette semaine, c'est très cher. Et puis, si vous avez des formations, alors je ne sais pas si elles sont similaires, mais en tout cas, j'ai pu voir ce qui est proposé sur internet, c'est de l'ordre de 500 000 € à peu près pour un cycle. On est très, très loin de ça puisque à la base, un cycle coûte 250 €, mais il y a très peu de gens qui payent, cette somme. Le cycle réduit,
souvent, on offre la réduction à 107 €, mais ce soir, je vais vous en faire une de plus. Parce que j'ai vraiment envie, et on fait ça aussi pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer de ce genre de formation. Donc, Loïc, si tu peux mettre la petite banderole, avec le code, voilà. On vous donne un code, Bruno. Je vois pas ah oui, le code Bruno. Vous allez voir, vous accédez à la page qui est juste en dessous. Vous allez sur le site, vous cliquez sur, l'onglet cours et vous allez voir la page générale des cours, où là, on vous présente les cours. Vous avez des vidéos de présentation, vous avez toutes sortes de choses, vous avez des témoignages aussi, si vous n'êtes pas encore très convaincu. Et puis là, vous faites votre choix. Et si vous êtes décidé, si vous voulez prendre un cycle, 2 cycles, 3 cycles, sachez que si vous prenez 3 cycles aussi, vous avez des bonus, vous avez le CD du mois pendant toute une année, ce sont des extraits qui sont donnés, en plus. Vous avez 2 e-books qui vous sont offerts et vous avez un séminaire complet sur la confiance en soi en vidéo. Je crois qu'il y a 5 ou 6 heures de vidéo à peu près, quelque chose comme ça. Donc vous mettez le code Bruno et ça va vous permettre d'accéder à la méthode non pas à 107 €, mais à 87 € jusqu'à demain soir. Il sera actif. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde, parce qu'il faut que nous puissions assurer le suivi, il faut qu'on puisse vous accompagner. Si vous êtes beaucoup trop, ça devient très difficile, surtout qu'on traite déjà plusieurs centaines de mails par jour, donc ça fait beaucoup. Donc il faut qu'on puisse, vous accompagner correctement. Donc vous verrez, c'est très complet, c'est très bien fait. C'est très pédagogique, c'est très accessible, tout le monde peut y accéder et surtout, encore une fois, je le répète, c'est acquis pour toute votre vie. Je dirais même mieux, c'est que si, imaginons, vous avez un peu l'impression de l'avoir survolé, d'avoir gâché votre pratique, et il y en a beaucoup qui font ça d'ailleurs, et dans 2 ans, vous avez envie de la refaire, eh bien vous revenez et c'est sur votre compte, vous pouvez le redémarrer quand vous voulez, c'est accessible. Alors que si vous alliez en cabinet, ben, on vous fait repayer la séance. Donc voilà, on est là pour vous et on espère que ça pourra vous aider. En tout cas, je peux vous assurer, s'il y a une chose que je connais bien, c'est cette démarche, c'est cette méthode. Même Nathalie peut en parler parce qu'elle a suivi la méthode, tu peux en dire un mot? Je l'ai Non, surprise. non, effectivement, moi, ça fait, 5 ans que je pratique, les cours de Bruno. J'étais pas du tout dans la méditation avant et puis j'étais plutôt une, super active, hyper active et ça m'a vraiment permis en tout cas de m'apaiser dans ma vie au quotidien et d'organiser en fait au bout de 5 ans mes pensées, mes émotions et ma vie d'une façon, plus proche de ce que je souhaitais en fait, vivre, inconsciemment je pense. Mais voilà, il y a vraiment des résultats et je crois que c'est ça qui est important. Voilà. Donc maintenant, bah, c'est à vous de savoir, si vous avez envie de vous faire ce cadeau, mais sachez qu'on sera là pour vous si vous le souhaitez et merci beaucoup, et désolé pour ceux qui sont un peu frustrés de pas avoir, que je n'ai pas répondu à leurs questions. Si vous les complétez encore une fois, vous avez d'autres conférences qui sont données sur le site, qui ont déjà été données. Vous avez aussi, les méditations collectives qu'on fait le dimanche matin, il y a beaucoup de choses. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir été là ce soir, de nous avoir écoutés et puis, j'espère avoir le bonheur de vous rencontrer, soit dans un stage ou dans un cours sur le groupe de soutien. À très bientôt. Passez une Merci, bonne bonne soirée. soirée, à bientôt.